Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de colonisation. J'avais brièvement abordé le sujet dans ma vidéo précédente et vos nombreux commentaires ainsi que l'intérêt qu'a suscité le sujet me poussent à en faire une vidéo dédiée pour en parler. Avant d'aller plus loin, je souhaitais corriger une petite erreur que j'ai commise dans ma vidéo précédente en disant que Sergueï Korolev, le cerveau du programme spatial soviétique, avait été tué lors des purges staliniennes. Et vous avez été nombreux, à juste titre, à me rappeler que ce n'était pas tout à fait exact. Je me dois donc de rectifier cette information. Pour être plus précis, Korolev, ingénieur, fondateur du programme spatial soviétique, a été arrêté au cours des purges staliniennes et envoyé au bagne de Kolyma, le pire bagne du goulag soviétique. À cette époque, Staline, complètement paranoïaque, accusait ses cadres scientifiques de déviationnisme trotskiste. Korolev a la mâchoire cassée pendant un interrogatoire et il développe le scorbut, qui est une grosse carence en vitamine C, qui est d'une façon générale une maladie qu'on développe en raison de la malnutrition. Korolev perdit lors de son passage au goulag la moitié de sa dentition et il gardera des séquelles sur sa santé pour le restant de ses jours. Il est ensuite libéré pour travailler sur le programme spatial soviétique, puis envoyé en Allemagne pour tenter de récupérer les technologies allemandes de l'équipe Wernher von Braun, l'inventeur des missiles V1, V2, le même von Braun que les Américains vont récupérer dans le cadre des opérations Paperclip, qui est une vaste opération qu'ont organisé les Américains pour récupérer les cerveaux nazis et les sortir d'Allemagne avant qu'on ne les condamne. Pendant que Staline tabassait ses scientifiques, les Américains récupéraient les meilleurs cerveaux de la planète. À 59 ans, Korolev est opéré du cœur. L'opération se passe mal, notamment en raison de sa santé déjà dégradée et des diverses séquelles dont on a déjà parlé et qu'il avait développées au goulag, et il décédera sur cette table d'opération. Triste fin pour Korolev, l'homme qui a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Alors, je ne sais pas pour vous, mais cette petite précision, pour moi, ne change pas mon avis au sujet du régime communiste. Je continue à penser qu'un régime qui tabasse des scientifiques n'a de toute manière aucun avenir. Et comme je l'ai déjà dit, pendant que les soviétiques martyrisaient, torturaient, tabassaient, affamaient leurs scientifiques, les Américains organisaient des opérations partout dans la planète pour récupérer les meilleurs cerveaux, les meilleurs ingénieurs, quelle que soit leur tendance, quel que soit leur passé. Si tu sais réfléchir, tu as une place aux États-Unis. Voilà ce qui a fait la grandeur de cette nation. Si tu sais réfléchir, si tu sais faire quelque chose, tu as une place aux États-Unis. Et si vous voulez en savoir plus sur l'absurdité du régime communiste, c'est pas notre sujet aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, mais je vous invite vraiment à lire L'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Je vous préviens, c'est pas un livre agréable à lire, c'est pas un livre que tu lis au bord de la plage pour te détendre, c'est un livre dense, c'est un livre triste, c'est un livre où pendant des centaines de pages, Solzhenitsyn te raconte les techniques de torture, la violence, la délation, le régime communiste, c'était un régime de délation constante et permanente. La fabrication de fausses preuves, c'est aussi ce que j'ai appris en lisant ce livre, parce que moi je pensais naïvement que les gens qui étaient enfermés au goulag étaient des opposants du régime. Et je me disais, bon, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais il y avait une logique dans cet emprisonnement. Mais j'ai réalisé finalement qu'il n'y avait aucune logique, c'était vraiment de la paranoïa, et que lorsqu'on n'arrivait pas à emprisonner quelqu'un, on fabriquait de fausses preuves. Et c'est vraiment l'ambiance qu'on a dans Archipel du goulag, dans ce livre, c'est une ambiance générale de paranoïa. Et on voit des exemples où, je vais dire n'importe quoi, on imagine quelqu'un qui s'appelle Sergueï. Sergueï ne plaît pas au Parti communiste pour une raison particulière. Il n'a rien fait, il n'a pas touché de pot de vin, il n'est pas coupable de corruption. Les gens ne l'aiment pas, on ne sait pas pourquoi, on le suspecte et on a envie de l'emprisonner, on a envie de l'emmener au goulag. Que va faire le régime communiste? Il va fabriquer de fausses preuves. Donc il va convoquer les amis de Sergueï, sa famille, son frère, sa sœur, et ils vont leur demander de faire de faux témoignages, d'écrire, de signer de faux témoignages. Mais les amis de Sergueï ne voulant pas le faire, il faut les pousser à le faire. Et donc il y a des gens qui ont été torturés pour produire de faux témoignages.
Et ça allait jusqu'à emprisonner des couples. Admettons, tu ne veux pas parler, on va te dire, est-ce que tu veux écrire, signer en bas de la page que Sergueï a touché un pot de vin? Et toi, tu vas dire, mais non, Sergueï, c'est un mec carré, je le connais, c'est mon ami. On va dire, d'accord, t'es sûr que tu veux rien dire? Très bien, ta femme est dans la pièce à côté. Est-ce que tu veux témoigner? Et là, tu vas dire, non, non, je vais pas signer un faux témoignage, je suis pas d'accord. On fait entrer ta femme dans la même pièce, on la fait asseoir en face de toi et on commence à lui faire des choses. Et là, on te dit, est-ce que tu veux témoigner ou pas? Et là, tu as le choix entre dénoncer ton meilleur ami, ton voisin, parfois ton frère, ou voir ta femme se faire torturer, et voire plus, devant tes yeux. Et là, la majorité des gens signent. Et voilà comment étaient collectés de faux témoignages qui permettaient d'enfermer des millions de personnes partout en Russie, des millions de personnes qui n'ont rien fait, qui sont simplement suspectées d'avoir dit quelque chose, d'avoir pensé quelque chose. Et il y avait une paranoïa générale parce qu'à chaque fois que tu sortais de chez toi, tu savais pas si ton voisin que tu avais croisé dans l'escalier allait te dénoncer, si ton frère allait te dénoncer. Les gens se dénonçaient parfois simplement parce qu'ils se détestaient. Tu détestes ton voisin, t'appelles le commissariat central du coin ou t'appelles un officier du coin et tu lui dit ce voisin est en train de fomenter un truc avec les capitalistes, mon voisin, telle personne, mon frère, mon cousin est en train de discuter au téléphone avec les capitalistes, on vient te chercher, tu finis au goulag. C'était aussi simple que ça. On pouvait te flinguer ta vie sur une simple parole, sur un simple témoignage, sur une simple suspicion de trahison. Et la trahison en Union soviétique, ça va pas chercher loin. Hein. Tu dis j'aime le basket américain, t'es coupable de trahison. Tu dis les baskets américaines sont plus solides que les baskets russes, ou les voitures américaines sont meilleures que les voitures russes, t'es coupable de trahison. Une simple phrase comme ça t'emmène au goulag. Je me suis un peu attardé sur le sujet, mais j'ai reçu tellement de commentaires que ça méritait une petite clarification. Pour revenir à notre sujet central, celui d'aujourd'hui, celui de la colonisation, on m'a reproché, au sujet de la colonisation, d'avoir dit que l'Algérie n'avait pas gagné la guerre militairement, mais plutôt politiquement. Et j'ai pas compris pourquoi cette petite phrase a vexé ou agacé certaines personnes, parce que, un, c'est une réalité, et deux, dire qu'on a gagné le combat politique, c'est pas une insulte. Le combat politique, c'est un vrai combat. Gandhi gagne face aux Britanniques sans tirer une seule balle. Gandhi explique aux Indiens, c'est quoi l'Empire britannique? C'est quoi cet empire qui vous domine depuis des dizaines d'années? C'est des commerçants, c'est des boutiquiers, c'est des gens qui vendent des marchandises. Si vous voulez que l'Empire britannique s'effondre, arrêtez d'acheter leurs babioles, arrêtez d'acheter leurs marchandises et l'Empire britannique s'effondre. Voilà le combat de Gandhi pour le simplifier. C'est un peu plus complexe que ça, mais voilà l'approche de Gandhi. Il n'a pas demandé aux gens de s'armer, il n'a pas demandé aux gens de poser des bombes ou de tuer des Anglais dans la rue. Il leur a simplement dit « Cet empire vous domine par la marchandise, arrêtez d'acheter ». Et les Indiens gagnent leur indépendance sans tirer une seule balle. Il y a eu des manifs à droite à gauche, mais c'est pas la révolution indienne contre le colonialisme n'a jamais été spectaculaire ou violente. Et les Anglais sont partis d'Inde assez naturellement. Donc dire que les Algériens ont gagné le combat politique face à la France, c'est pas une insulte. Hein. Le combat politique, c'est une compétence. Aller parler à l'ONU, aller parler aux Soviétiques, aller parler aux Américains, parce que on va dire que l'une des qualités du FLN à l'époque, c'est qu'ils ont réussi à mobiliser tout le monde autour de la cause algérienne, autant les Américains que les Soviétiques, que d'autres pays d'Afrique, que les amis aux frontières, Tunisie, Maroc, etc., que les amis alliés du passé, qui étaient sous protectorat français et qui ont donc retrouvé leur liberté plus tôt que l'Algérie. L'Algérie, c'est le dernier pays à prendre son indépendance en Afrique, 1962, ou du moins l'un des derniers. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui soit resté colonie française après 1962, du moins en Afrique. Donc le combat politique est noble et légitime. Il a été déclenché par la guerre civile, ça c'est une vérité. C'est d'abord les attentats, les bombes, qui ont mené à la prise de conscience et qui ont mené petit à petit à cette indépendance et au combat politique, mais à la fin de cette histoire, c'est un référendum qui donne l'indépendance à l'Algérie. Si la France avait perdu militairement, le gouvernement français n'aurait pas pris le temps d'organiser un référendum. Là, la France prend le temps, la France de De Gaulle
prend le temps d'organiser un référendum, les gens vont voter, on leur pose la question « Voulez-vous que l'Algérie reste française ou voulez-vous que l'Algérie devienne un pays indépendant ?» Les gens votent et ils décident d'avoir leur indépendance. Si le FLN avait gagné militairement, la France aurait déguerpi, il n'y aurait pas eu d'élection, il n'y aurait pas eu de référendum. Quand tu prends le temps d'organiser un référendum, ça veut dire que t'as pas complètement perdu. Si les Algériens avaient répondu non à l'indépendance, la France serait restée en Algérie, point barre. Et l'histoire aurait pris une toute autre tournure. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle l'armée française n'a pas déchaîné toute sa capacité sur l'Algérie, n'a pas fait cette guerre comme une vraie guerre, parce que l'Algérie, c'était la France. L'armée française n'a pas fait cette guerre en Algérie comme si c'était une guerre contre une force étrangère. L'Algérie, c'était la France. Donc on ne pouvait pas déchaîner tout le feu, tout le potentiel de l'armée française sur un territoire qui est le nôtre. Donc la guerre s'est faite essentiellement dans les maquis, loin des villes. Il y a eu la bataille d'Alger qui était une particularité, donc c'était une guérilla urbaine qui s'est passée dans la Casbah d'Alger, où le FLN se cachait en raison de l'architecture de la Casbah, qui fait que c'est très facile de se planquer, et l'armée française a eu beaucoup de mal à attraper les révolutionnaires du FLN dans la Casbah. Donc c'était plus une guérilla urbaine et une guerre civile qu'une guerre en bonne et due forme contre une force étrangère. Le soulèvement et la guerre en Algérie, c'est comme si on avait un soulèvement et une guerre en Corse aujourd'hui. Voilà, l'armée française ne va pas bombarder la Corse comme si c'était un pays étranger. Faudra faire du maintien de l'ordre, faudra faire en sorte que ça parte pas complètement en couille, mais on ne peut pas mener une guerre sur son propre territoire contre son propre peuple. Et ça me permet de faire la transition sur une autre remarque quand j'ai dit que l'armée française était une armée régulière, une armée conventionnelle qui n'a pas commis de massacre de masse à l'image du GIA, du groupe islamique armé et des égorgements de masse des années 90. Là, je parle de l'armée française des années 50-60. Et je le confirme, cette armée n'a pas commis de massacre, contrairement à l'armée américaine au Vietnam, par exemple. L'armée américaine a utilisé le napalm. L'armée américaine a utilisé des armes chimiques, l'agent orange, qui est une vraie saloperie, qui crée encore des malformations au sein de la population vietnamienne encore aujourd'hui. C'est une arme interdite que les Américains ont utilisée parce qu'ils étaient en train de perdre cette guerre. Et d'ailleurs, le cinéma américain a beaucoup ironisé sur cette question de la débâcle américaine au Vietnam, notamment Apocalypse Now, et j'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir vu, le film de Francis Ford Coppola, où on voit le colonel Kilgore dans une scène de film qui dit « J'adore l'odeur du napalm au matin ». Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les Américains, par le cinéma, digèrent leur guerre, digèrent leur passé, en parlent très largement et très librement, alors qu'en France, on est plutôt timide, plutôt récalcitrant à en parler. Il y a quasiment rien sur la guerre d'Algérie, il n'y a pas de grands films français sur la guerre d'Algérie, à part des films à la con avec Jamel Debbouze, des trucs à 2 balles, quoi. Mais des films du niveau Apocalypse Now, ou des choses beaucoup plus profondes à ce sujet, il n'y en a pas beaucoup. On est très mauvais avec ça, on n'est pas très doué. Les Américains, ils en parlent, c'est un traumatisme, la guerre du Vietnam, ils se sont pris une raclée, ça a traumatisé toute une génération, des soldats qui ont aujourd'hui 70, 80, 90 ans, qui sont encore traumatisés par cette guerre, qui ont fait encore des cauchemars, et il y en a aussi dans l'armée française, il y en a aussi qui font des cauchemars au sujet de la guerre d'Algérie, de la torture, de ce qui s'est passé, mais on n'en parle pas vraiment, voilà, c'est un truc qu'on a mis de côté, c'est la poubelle de l'histoire, faut pas les sortir, et le cinéma c'est aussi une thérapie, et il serait intéressant peut-être qu'un jour on arrive à faire des films du niveau de ce que font les Américains, pas des trucs à la con en sortant à chaque fois les mêmes acteurs, les mêmes comédiens, Jamel Debbouze pour te parler de la guerre d'Algérie, ça suffit les mecs. Il serait temps de faire un peu de sérieux quand même. C'est comme si on faisait des films en ayant peur, tu vois, on a peur. T'imagines un film français où t'as un soldat qui fait « J'adore l'odeur du napalm au matin », t'imagines? C'est incroyable cette scène, ça aurait pu être jugé comme insultant, le soldat américain qui dit, il crame un village et après il dit « J'adore l'odeur du napalm au petit matin ». C'est insultant, t'es vietnamien, tu regardes ça, mais c'est fait avec subtilité, c'est fait avec ironie. On comprend que Francis Ford Coppola n'est pas en train de faire cette scène ou de filmer cette scène en disant ce soldat est génial, ou plutôt ce caporal, colonel est génial, il est drôle. Il est en train de dire voilà notre
bêtise, voilà la connerie des Américains. On crame des villages et après on dit ça sent bon. Voilà ce qu'on a fait. On a cramé des Vietnamiens, on leur a balancé des produits chimiques interdits qui devraient être aujourd'hui punis par une cour pénale internationale. On a fait les pires atrocités et en plus, on l'ouvre et on trouve que c'est génial et que c'est bien et que t'as des soldats qui se la pètent sur le sujet, comme en Irak d'ailleurs. Et ceux qui n'ont pas compris le second degré dans Apocalypse Now n'ont pas compris ce film. Ceux qui ont pris les scènes et les dialogues au premier degré n'ont rien compris. C'est un film ironique. C'est un film ironique sur la savate, sur la raclée que se sont pris les Américains au Vietnam. C'est pas un documentaire historique, Apocalypse Now. C'est une façon de raconter comment l'Américain arrogant, surarmé, suréquipé s'est fait massacrer par les Vietnamiens. Les Vietnamiens qui les ont rendus fous. S'il y a une guerre que les Américains n'ont jamais oubliée, c'est la guerre du Vietnam. Et donc je ne pense pas avoir dit une bêtise quand j'ai dit que l'armée française était une armée conventionnelle, régulière, qui n'a pas balancé de produits chimiques, qui n'a pas brûlé des villages entiers, qui n'a pas balancé de napalm sur les populations. L'armée française n'a pas fait ça. Du moins, l'armée française moderne. Et c'est là que je vais basculer dans la critique, et c'est là où il faut être historiquement juste, parce que ça n'a pas toujours été le cas. L'armée française a beaucoup évolué après 1945, notamment en raison des événements de Sétif et Galma en mai 45. Ce qui s'est passé en mai 45, alors que tout le monde célébrait la victoire sur les Allemands, la victoire des Alliés sur les Allemands, les Algériens sortent manifester dans la rue pour réclamer leur indépendance. Et là, ce qui se passe, c'est que l'armée et la police ouvrent le feu et font entre 20 000 et 30 000 morts. C'est l'un des plus grands carnages de la colonisation. Alors, l'État algérien annonce 45 000 morts, l'État français annonçait à l'époque, je sais plus, 3 000, 4 000, mais aujourd'hui, tous les experts sont d'accord pour dire que c'est un carnage qui a fait entre 20 000 et 30 000 morts en mai 45. Et il y a même aussi des témoignages qui prouvent et confirment l'utilisation de fours à chaux, C-H-A-U-X, pour brûler les corps. Ce carnage a fait qu'à un moment, il n'y avait plus de place pour enterrer les gens, il fallait se débarrasser des corps pour des raisons d'hygiène, pour pas les laisser pourrir dans la rue. Et c'est à partir de cette occasion que la colonisation ou l'histoire de la colonisation a complètement basculé. Jusqu'en 1945, il y avait peut-être une solution possible, il y avait peut-être une évolution possible de ces Européens qui vivent en Algérie. Il était possible que l'Algérie prenne son indépendance, mais en gardant les Européens sur son sol, qui était entre 1 million et 1,5 million. Il était possible que l'Algérie prenne une forme d'autonomie, mais en restant rattachée à la France. Il y avait plein d'options, de solutions possibles. Mais en 1945, après ce massacre, je pense que pour beaucoup d'Algériens, l'indépendance était une évidence. Beaucoup ont compris qu'il était quasiment impossible, qu'il n'était plus possible de vivre dans cette Algérie française et que le processus vers l'indépendance était irréversible. Autre chose aussi qui a fait sortir les Algériens dans la rue en 1945, c'est que beaucoup d'entre eux ont combattu pour la France. L'armée française, pour combattre les Allemands, avait envoyé des Algériens, mais pas seulement, des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Allemands qui étaient surpris, ils étaient sur le champ de bataille, ils voient débarquer des Nord-Africains, des Africains, ils vont voir leur commandement. Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? T'as l'Allemand qui dit à son chef « Mais quand est-ce qu'on a déclaré la guerre à l'Afrique ? C'est quoi tout ça ?» Puis le chef, il fait « T'inquiète pas, c'est les Français. C'est les Français qui nous envoient l'armée des colonies. Ils sont tous à Vichy, il n'y a pas assez de soldats sur le terrain, faut envoyer des soldats africains. » Ça aussi, c'est une réalité dont on ne peut pas être fier. Faut arrêter les mecs qui disent constamment « C'est génial, la France n'a pas fait d'erreur. » On a fait des conneries, les mecs, des conneries monumentales. Pendant que la moitié de l'armée française était planquée à Vichy, on envoyait les Maghrébins, les Africains se faire buter sur les champs de bataille. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, je me suis toujours dit, mais pourquoi on a choisi Vichy comme capitale ? C'est une station thermale, putain, un peu de dignité. Non seulement on perd la guerre, on se fait nettoyer en 6 semaines par les Allemands, mais en plus, on fonde la nouvelle capitale. Où ? À Vichy. Capitale de la France, occupée
À Vichy, une station thermale. On aurait pris Toulon, tu vois, c'est un peu plus couillu, c'est un port militaire, il y avait du sens. Toulon, tu vois, c'est une capitale militaire, on peut se dire ça tient la route. Vichy, c'est-à-dire que les mecs voulaient un peu de confort. Non seulement ils voulaient se planquer, mais en plus, ils voulaient des petites bulles, les eaux thermales, le petit champagne qui va bien. Bon, c'est une mascarade. Et pendant ce temps-là, on envoie tous les gens des colonies aller se battre pour nous. Ça, on va dire qu'il n'y a pas de niveau d'humiliation plus grand, plus haut que celui qu'a connu la France en 1940. En 1000 ans d'histoire, il n'y a pas eu d'humiliation plus importante, plus impressionnante, plus marquante que celle qu'on a connue en juin 1940. Jamais, jamais, depuis Vercingétorix, jamais une armée française ne s'est pris une raclée en 6 semaines, et qui plus est en plus pour aller se cacher dans des bains, dans des thermes. Dans les thermes, avec des petites bulles. Et on envoie 150 000 soldats maghrébins, africains, pour aller faire la bagarre aux Allemands. Et t'as les Allemands, ils sont là, mais putain, on fait la guerre à la France, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le champ de bataille est plein de Sénégalais? T'imagines le soldat allemand de 19 ans? Il connaît pas nécessairement l'histoire de la colonisation, il sait pas que la moitié de l'Afrique est sous domination française, etc. Il comprend pas, tu vois, il essaye de tirer. Du coup, il dit à son chef, qu'est-ce qu'on fait? On tire ou on tire pas? Il y a le Sénégalais qui est en train de me caillasser là. Je tire ou je tire pas? Qu'est-ce qui se passe? Surréaliste, surréaliste. Mettez-vous dans la tête d'un soldat allemand qui fait la guerre à des Maghrébins et à des Africains sur le champ de bataille, alors que lui, il pense sincèrement être en guerre contre la France. Et du coup, en 1945, tous ces soldats algériens qui rentrent en Algérie, qui rentrent dans l'Algérie française, disent à la France, on a combattu pour vous, vous avez battu les Allemands, les Alliés ont battu les Allemands, maintenant on veut notre indépendance. Et la France répond non, et c'est à cette occasion qu'on a les manifestations de Sétif et Galma, parce que les Algériens comprennent que même si maintenant la France est libre, même si la France a battu l'Allemagne, les Alliés ont battu l'Allemagne, ça ne changerait rien au cas algérien. L'Algérie resterait sous domination, avec des musulmans méprisés, soumis, humiliés. Et c'est ce qui a mené à cette explosion de colère et au massacre, à ces fusillades qui ont suivi. Et si on remonte encore plus loin, en 1832, en 1836, on retrouve ce type de violence au sein de l'armée française, et on doit être aussi objectif sur ces faits historiques. Ce qui se passe en 1832, lorsque l'armée française arrive en Algérie, c'est qu'elle est surprise par la résistance de l'émir Abdelkader et de son armée. Alors que l'Algérie était considérée comme un territoire relativement facile à prendre, l'armée française réalise que cette résistance est féroce et que cette armée de l'émir Abdelkader est assez difficile à battre. Et d'ailleurs, la bataille dure quasiment 15 ans, entre 1832 et 1847. L'émir Abdelkader ne signe sa reddition qu'en 1847. Et à cette occasion, la France envoie l'un de ses généraux les plus expérimentés, le général Bugeaud, un général qui faisait partie des armées napoléoniennes, c'était un général de la Grande Armée, qui, face à la difficulté de prendre ce territoire, a décidé d'employer des méthodes non conventionnelles. Et il dit, je cite, « Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile, il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes, ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. » Et donc le général Bugeaud se lance dans ce qu'on a appelé la politique de la terre brûlée. Il brûle, il détruit tout ce qu'il trouve sur son passage. L'Algérie, contrairement à ce qu'on en disait dans le passé, n'était pas une terre vierge, n'était pas une terre vide, c'était une terre extrêmement fertile. C'était le grenier à blé de l'Empire romain. Les plaines de la Métidja font partie des plaines les plus fertiles de la planète. L'Afrique du Nord a un climat très comparable à la Californie. On pourrait théoriquement en faire la Californie si on avait quelques cerveaux, si les gens réfléchissaient un peu, si on était moins cons. Le potentiel de l'Afrique du Nord, c'est le potentiel de la Californie, en termes d'ensoleillement, en termes de fertilité des terres, en termes de climat tempéré, etc. Et d'ailleurs, l'épiphénomène qui a déclenché
l'invasion française en Algérie. Je dis épiphénomène parce que c'était une excuse bidon. L'entreprise coloniale était préparée depuis beaucoup plus longtemps, mais l'épiphénomène, c'est le consul français Duval qui se prend un coup d'éventail dans la gueule de la part du Dey, du pacha Dey d'Alger, lorsqu'il lui dit qu'il ne pourra pas rembourser sa dette, ou que la France ne pourra pas rembourser sa dette. Il faut savoir que la France a été complètement drainée, vidée, finie par les guerres napoléoniennes. L'Algérie, à cette occasion, lui avait prêté du blé qui devait être restitué ou payé. La France mettant du temps à payer, Alger s'agace et demande ce remboursement ou cette restitution. Et la réponse du consul français Duval n'étant pas satisfaisante, ou peut-être même impolie, qui sait ce qui s'est passé lors de cet échange, hein. J'étais pas là-bas, personne n'était là-bas, mais quoi qu'il en soit, la réponse a agacé le pacha Dey d'Alger, qui tape comme ça Duval, visiblement gentiment, avec son éventail. C'est ce qu'on a appelé l'incident de l'éventail. La France voit ça comme une insulte, son consul qui se fait taper comme ça par Alger, par le Dey d'Alger, et en réponse, la France fait un blocus sur Alger et lance l'entreprise coloniale. Et vous avez compris qu'on ne lance pas une entreprise coloniale de cette envergure sur une petite chamaillerie. La flotte devait être prête, les bateaux étaient prêts, l'armée était prête, c'est quelque chose qui était préparé, faut être raisonnable. Et l'une des raisons, en plus probablement du manque d'argent et de la nécessité d'aller chercher des richesses ailleurs, hein, les entreprises napoléoniennes, toutes ces guerres ont vraiment usé la France, ont vraiment cassé l'économie française, donc fallait se projeter sur d'autres territoires pour aller trouver de la richesse. Et il y avait aussi une autre raison, c'était les pirates en Méditerranée, ou plutôt les corsaires. Il y a une différence entre les pirates et les corsaires. Les pirates ne travaillent pas pour un État, les pirates sont des libéraux quelque part, ils attaquent des bateaux mais pour leur propre compte. Les corsaires travaillent pour un État. Et en Méditerranée, l'une des façons par laquelle l'Algérie, sous protectorat ottoman, sous protectorat turc, gagnait de l'argent ou récoltait des richesses, eh bien c'était par ces corsaires. Et la Méditerranée était devenue commercialement un endroit assez difficile. Les bateaux se faisaient attaquer, les marchandises se faisaient voler. Et la pacification de l'Algérie, du Maghreb et même de la Méditerranée devenait un vrai sujet, pas uniquement pour les Français, mais aussi pour les Espagnols, pour les Portugais, pour les Anglais. Et il fallait contrôler la Méditerranée. La Méditerranée ne pouvait plus être un espace privilégié pour les corsaires. Fallait absolument remettre la main sur la Méditerranée et sur le commerce en Méditerranée. Voilà une autre raison qui a poussé à ce qu'on a appelé la pacification de l'Algérie. Je pense pour moi, c'est les deux raisons clés qui ont vraiment accéléré, encouragé cette entreprise coloniale. Un, la recherche de richesses, la recherche de terres agricoles cultivables, et deux, la pacification de la Méditerranée et mettre fin par la même occasion à la domination des corsaires. Et le général Bugeaud avait répondu aux critiques qu'il recevait depuis la métropole, parce qu'il faut savoir qu'en France, la politique de la terre brûlée commençait à inquiéter, avait même indigné beaucoup de Français métropolitains, parce que ce n'est pas des techniques de guerre conventionnelles. Brûler des terres, affamer des populations, c'est plus la guerre, c'est du génocide. Et le général Bugeaud avait répondu à ces critiques, ouvrez les guillemets, et moi je considère que le respect des règles humanitaires fera que la guerre en Afrique risque de se prolonger infiniment. Et je juge que cette précision est complémentaire à ce que j'avais dit auparavant, et pour avoir une idée globale de la colonisation en Algérie et de l'armée française en Algérie, il faut vraiment comprendre les deux. Dire que l'armée française a commis des massacres de manière absolue, sans distinction, c'est faux, mais dire que l'armée française n'a rien fait est aussi faux. En fait, les deux camps ont tort dans la question. Le FLN qui dit que l'armée française n'a fait que des massacres ne dit pas totalement la vérité, et la France qui dit « nous on n'a rien fait » ne dit pas non plus totalement la vérité. La vérité est toujours entre les deux. L'armée française, l'armée moderne des années 50-60, est une armée conventionnelle qui n'a pas commis de massacre et qui a fait du maintien de l'ordre jusqu'en 1962. Par contre, avant ça,
Avant 1945, l'armée française a commis des massacres de masse. L'État français a commis des massacres de masse à Sétif et Galma, entre 20 000 et 30 000 personnes fusillées, tuées dans la rue. Et bien avant ça, en 1832-1836, la politique de la terre brûlée, où la France a brûlé des terres fertiles, des hectares et des hectares de terres fertiles pour affamer les populations. Et c'est comme ça que la France a gagné la guerre. La France, militairement, l'armée française militairement, en 1832, n'était pas supérieure à l'armée de l'émir Abdelkader. C'est pour ça qu'il a fallu brûler des terres, qu'il a fallu affamer des populations pour gagner cette guerre. Émir Abdelkader, au passage, qui était un homme incroyable. Il faut savoir qu'à la base, c'est pas un chef de guerre. L'émir Abdelkader, c'est un religieux, c'est un mystique, c'est un soufi. Le soufisme, c'est cette branche douce de l'islam, tellement douce d'ailleurs que les intégristes musulmans pensent que le soufisme, ce n'est pas de l'islam. J'en avais parlé une fois et j'ai eu beaucoup de commentaires de musulmans, alors radicaux ou pas, j'en sais rien, mais qui m'ont dit le soufisme c'est de la merde, tu racontes n'importe quoi, ces gens qui dansent, la spiritualité, c'est pas de l'islam. C'est vous dire à quel point le soufisme est une branche douce de l'islam, parce que même certains musulmans jugent que c'est du blasphème, que c'est pas vraiment de l'islam. Et ce que vous remarquerez dans le monde musulman, c'est que tous les musulmans extrêmement fins, subtils, intelligents, intellectuels, sont des soufis. Tous les musulmans qui atteignent un niveau de spiritualité et d'intelligence élevé glissent assez naturellement dans le soufisme. C'est pour ça que les talibans détestent les soufis, c'est pour ça que les saoudiens, l'islam wahhabite l'islam dur d'Arabie saoudite déteste les soufis. Tous les musulmans radicaux détestent les soufis. Pourquoi ? Parce que c'est une branche un peu trop philosophique, un peu trop intellectuelle, un peu trop mystique pour ceux qui pratiquent l'islam de base, ceux qui aiment les règles, tu voles, je te coupe la main, tu commets un adultère, je te caillasse, tous ces trucs de A plus B, action, réaction, ça c'est ceux qui appliquent l'islam de façon basique. Les soufis passent un peu au stade supérieur, ils sont beaucoup plus mystiques, beaucoup plus fins. D'ailleurs, à tel point que l'armée de l'émir Abdelkader ne tuait pas les soldats français capturés. L'émir Abdelkader interdisait à ses soldats de maltraiter, de faire du mal aux soldats français capturés, et il avait un point d'honneur à les traiter correctement. Et d'ailleurs, dans l'une de ses lettres, le maréchal Saint-Arnaud écrit « Abdelkader nous a renvoyé sans condition, sans échange, tous nos prisonniers. Il leur a dit « Je n'ai plus de quoi vous nourrir, je ne veux pas vous tuer, je vous renvoie. » Et le maréchal Saint-Arnaud continue « Le trait est beau pour un barbare ». Ça explique notre mépris à l'époque, même face à un chef de guerre qui fait preuve de noblesse et qui fait preuve d'une certaine avance sur son temps, parce que les conventions de Genève, bien traiter les prisonniers, c'est quelque chose d'assez moderne, hein. C'est pas quelque chose qu'on retrouvait dans la moitié du 19e siècle. Et c'est comme ça, et c'est dans ces conditions, et c'est avec ce fair-play qu'Abdelkader mène la guerre contre les Français pendant quasiment 15 ans. Il a signé sa reddition en 1847 en disant bon, je me suis battu et vous avez gagné, quoi. Il avait compris qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est pas quelqu'un qui voulait sombrer dans la bataille infinie. C'est pas quelqu'un qui voulait voir son territoire brûlé, massacré pendant des années. Donc il s'est dit ça suffit, on a perdu. On a perdu, ils nous ont battus et il a signé sa reddition, même si après lui, les batailles ont continué. Ça n'a jamais cessé d'ailleurs. Il y a eu d'autres chefs de guerre qui ont repris le combat de l'émir Abdelkader, mais lui en tout cas, il a signé sa reddition et il a quitté l'Algérie et il a fini ses jours en Syrie. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, c'est la question de l'arabité. Il faut savoir que à partir de l'invasion de l'Algérie par la France, les Africains du Nord ont commencé à être appelés des Arabes. Les Numides, les Berbères, ont commencé à être appelés des Arabes. Et la France a énormément encouragé l'arabité en Algérie. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi la France encouragerait l'arabité en Algérie ? Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de la France, c'est d'expliquer que l'Algérie était un territoire vierge. C'est plus facile d'envahir une terre qui est vierge que d'envahir une terre qui a déjà une histoire, des habitants, etc. Et l'argument de l'armée coloniale ou l'argument du gouvernement colonial était de dire cette terre était vide,
les Arabes sont arrivés et la France ne fait que chasser les Arabes, c'est tout. On ne fait que chasser les Arabes qui vont retourner en Arabie Saoudite ou je ne sais où. Sauf que la réalité, les habitants de l'Algérie ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères, ce sont des Numides. On a trois grands royaumes distincts en Afrique du Nord. On a Carthage à l'est, qui est la Tunisie moderne. On a la Numidie au centre, ou le royaume de Sifax. Et à l'ouest, on a la Mauritanie, ou le royaume de Mauritanie, qui correspond au Maroc. Et il fallait absolument, pour la France, pour asseoir totalement sa domination, d'effacer l'héritage numide, d'effacer l'héritage de Sifax, de Massinissa, de Jugurtha, des rois berbères, d'effacer même la langue, et d'imposer l'arabité pour expliquer que cette terre est déjà une terre de déracinés. Cette terre n'a pas d'histoire, et cette terre, c'est simplement une terre vide dans laquelle sont venus les Arabes et nous, on va les chasser. Et il faut bien comprendre que la France a été moteur dans l'arabisation. La France a été moteur dans l'arabisation de l'Algérie. Il y avait beaucoup plus de berbérophones avant l'arrivée de la France qu'après son départ. Et d'ailleurs, le FLN, le Front de Libération Nationale, a continué la politique française en accélérant l'arabisation. C'est assez intéressant parce que le FLN, qui est le Front de Libération Nationale, qui était censé redonner à l'Algérie son indépendance, a fait une campagne violente d'arabisation en détruisant de plus en plus l'héritage berbère. Il faut savoir que le FLN a fait la guerre aux Berbères comme la France. Le FLN a fait la guerre aux Kabyles comme la France. Et beaucoup de Kabyles disaient d'ailleurs à l'époque, on a fait la guerre pour sortir les Français, et maintenant on est en guerre contre le FLN, contre le Front de Libération Nationale. Et c'est pour ça que certains ont commencé à dire « la France n'est pas vraiment partie, la France est partie, mais elle nous a laissé le FLN comme un gouvernement sous tutelle qui continue à gérer les affaires ». Et c'est une chose dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Aujourd'hui, les membres du FLN ont quasiment toute leur vie en France. Les membres du gouvernement algérien, les militaires, etc., ont quasiment toute leur vie en France. Leur immobilier, leur compte bancaire, leur résidence. Je vous avais dit que certains ont des cartes vitales pour venir se soigner en France. Il y a des auditeurs qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est pas grave de venir se soigner en France. Il y a plein d'étrangers qui viennent se soigner en France. Oui, mais ils n'ont pas de carte vitale. » Ça me pose pas de problème si t'as de la thune, t'es africain, tu viens te soigner en France. Du moment que tu payes, ça me pose pas de problème. Mais les mecs ont des cartes vitales, ça veut dire qu'ils sont résidents français. Ils sont algériens, ils sont militaires, généraux, politiciens algériens, et ils ont des titres de séjour français et des cartes vitales françaises pour venir se soigner en France. Vous comprenez qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas encore très bien compris. Et j'ai toujours considéré que tant que l'Algérie ne revenait pas à ses origines berbères, ce pays n'avait aucun avenir. La réalité de l'Algérie, c'est que ça s'appelle la Numidie, c'est la terre des Berbères, qui a ses références, qui a sa langue, qui a ses rois, Sifax, Gaïa, Jugurtha, Massinissa, qui a une histoire, qui est aussi une histoire de rébellion. L'idée selon laquelle l'islam est arrivé en Afrique du Nord et que tout le monde a applaudi est complètement fausse. L'une des premières choses qu'ont fait les musulmans en arrivant en Afrique du Nord, en Algérie, en Numidie, a été d'égorger la reine berbère, la Caïna. Les Berbères ont lutté férocement contre les Arabes, contre les invasions arabo-musulmanes. Pourquoi ? Parce que les Berbères, à la base, sont assez proches des Européens dans leur conception du monde. Ce sont d'abord des romanisés. Le roi numide Massinissa a combattu avec les Romains contre Carthage. Et il y a beaucoup de perméabilité entre les Romains et les Africains du Nord, d'une façon générale. C'est aussi des cultures païennes, des cultures polythéistes. Et donc la religion abrahamique, l'islam, n'a pas fait son chemin aussi facilement qu'on pourrait le dire. Là aussi, il y a une vraie déformation de l'histoire, il y a un vrai mensonge historique qui consiste à dire que l'islam est arrivé en Afrique du Nord, les gens ont crié « Hourra, la religion est arrivée, c'est génial, nous qui étions des sauvages, maintenant on sait comment vivre ». C'est complètement faux. Les Numides n'étaient pas des sauvages, les Numides sont des Berbères romanisés qui avaient des codes, qui avaient une culture, qui avaient une religion polythéiste, dont les pratiques existent encore dans la culture berbère. Par exemple, la croyance selon laquelle tous les lieux sont habités
Il y a le gardien de la maison, le gardien du temple, le gardien de la place. Tous les lieux ont un gardien. Ça, c'est une croyance berbère qui subsiste encore aujourd'hui dans la culture berbère. Donc accepter cette religion abrahamique relativement simpliste par rapport à la diversité du panthéon berbère et du panthéon romain, grec, etc. a été une vraie peine, une vraie difficulté. Ça ne s'est pas fait naturellement et gentiment. Faut se renseigner sur l'histoire des Arabes en Afrique du Nord. L'invasion s'est faite à coups de sabres, d'égorgements et de violence. Et pour ceux qui disent le contraire ou qui veulent faire croire le contraire, ou pour tous ceux qui sont tentés de réécrire l'histoire, lisez les batailles de la Caïna, la guerre de la Caïna, la reine berbère, contre les Arabes. Ça s'est fini dans le sang, ça a été extrêmement violent, et les Berbères, d'une façon générale, n'ont jamais vraiment accepté l'arabisation et l'islamisation de leur territoire, la Numidie. Ça n'a jamais vraiment été accepté, et dans le fond, tout le monde sait un peu que cette culture arabo-islamique est étrangère à l'Afrique du Nord. Et comme je le disais, je pense à un avenir prospère de l'Afrique du Nord, le jour où les gens connaîtront, les Africains du Nord connaîtront vraiment leur histoire, le jour où ils comprendront que ce sont des Numides ou des Carthaginois ou des Maures, M-A-U-R-E, arabisés et islamisés, mais que dans leur ADN, ce sont des berbéro-romains. Voilà l'ADN de l'Afrique du Nord. C'est les Berbères qui rencontrent les Romains. Voilà sur quoi se fonde la Numidie, voilà sur quoi se fonde Carthage. Ensuite, cette culture devient arabo-mauresque. Faut pas oublier que les invasions, la conquête de l'Espagne n'a été possible que grâce aux armées mauresques, grâce aux Maures. Ce ne sont pas les Saoudiens qui sont allés conquérir l'Espagne. Faut arrêter. Le talent, on va dire, ou le génie des musulmans, c'est qu'ils ont exploité l'intelligence de tous les autres et ils ont essayé de faire croire que le génie était le génie arabe. Ce génie n'est pas arabe. Al-Khawarizmi, qui invente l'algèbre, qui, grâce à lui, on développe l'informatique, les mathématiques. Al-Khawarizmi, c'est la base de l'informatique. Ce mec est à l'origine de l'algèbre. Ce n'est pas un arabe. Il est arabisé, il est musulman, mais c'est un Iranien, ou du moins de la région d'Iran. Ibn Battuta, l'explorateur. Le mec, une histoire folle, une histoire dingue. C'est le Marco Polo maghrébin. C'est un mec à la base qui était censé aller à la Mecque. Il fait la bise à ses parents et il leur dit « Je vais faire un voyage à la Mecque, 6 mois aller, 6 mois retour. Dans un an, je vous revois. » Il est parti. Il a disparu pendant 20 ans. 20 ans, il a voyagé, il s'est retrouvé à faire de la politique, il a été kidnappé, il s'est retrouvé dans des batailles où il avait rien à faire. Le voyage d'Ibn Battuta, c'est un truc de malade. Ibn Battuta, d'accord, il est musulman, il est arabisé, mais c'est un Maure. Il est originaire du Maroc moderne. Ibn Khaldoun, philosophe libéral incroyable, certains disent même que Adam Smith aurait eu connaissance des écrits d'Ibn Khaldoun. Boris Johnson le cite dans un de ses discours pour justement parler du libéralisme, du capitalisme et expliquer les qualités du libéralisme et pourquoi on ne peut pas vraiment faire autrement. Ibn Khaldoun aussi est un Africain du Nord, c'est un Tunisien. Il est musulman, il est arabisé, mais c'est un Tunisien, c'est un Carthaginois à la base. Ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas parce que 100 000 soldats sont arrivés de la péninsule arabique, de l'Arabie Saoudite, du Yémen et du coin, en Afrique du Nord, qu'ils ont arabisé ce territoire, que tout le monde est arabe. Les Africains du Nord sont des arabisés, d'accord, des musulmans, d'accord, mais ce ne sont pas des arabes. Et toute la grandeur de l'Empire islamique repose sur ces entités, sur les Turcs, sur les Iraniens, sur les Africains du Nord, sur les Maures, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de scientifiques arabes, arabes au sens ethnique, arabes au sens sémite, originaire du Yémen, originaire d'Arabie Saoudite. Et il y a même un auditeur qui m'a dit « L'observateur, Ibn Khaldoun était originaire du Yémen ». Bon, faut arrêter les conneries. La famille d'Ibn Khaldoun arrive en Tunisie 700 ans avant sa naissance. 700 ans. Donc au bout de 700 ans, le mec est resté yéménite. 700 ans, il s'est pas mélangé, il s'est pas métissé, sa famille est restée yéménite. Les mêmes mecs qui te disent « Ah, on n'est pas accepté en France, ça fait 2 générations que je suis là, donc toi, tu penses qu'il te faut 2 générations pour devenir français. Par contre, Ibn Khaldoun, en 700 ans, il n'est pas encore devenu tunisien. » Je suis désolé, ta famille passe 700 ans dans un pays, c'est suffisant pour que tu deviennes l'habitant du pays, que tu t'identifies racialement au pays. Faut arrêter de déconner, les mecs. Vous voulez vous faire accepter en Europe au bout d'1 ou 2 générations et vous-même, vous considérez que 700 ans, c'est pas suffisant pour devenir maghrébin. C'est complètement illogique.
Donc toi aussi, il te faut 700 ans pour que je te considère comme français. Dans 700 ans, je te dirai encore « Ah, désolé, peut-être que dans 300 ans, quand t'auras fait 1000 ans dans ce pays, je pourrais peut-être te considérer comme un vrai Français. » Pour l'instant, au bout de 700 ans, t'es encore un immigré maghrébin. Vous comprenez que c'est pas sérieux. Et si vous avez compris ça, vous avez compris, je dirais pas l'arnaque, mais la petite supercherie autour de l'Empire islamique. Les Arabes ont eu cette intelligence, en arabisant tous les autres, de s'approprier leur savoir. Mais Al-Khawarizmi, c'est un génie iranien, c'est pas un arabe. Ne dites pas aux Perses que ce sont des Arabes. Les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Ce sont des islamisés, arabisés, d'accord. Et d'ailleurs, ils ne parlent même pas un très bon arabe. Dans les rues d'Alger, de Marrakech, de Casablanca, de Tanger, de Tunis, de Djerba, les gens ne parlent pas arabe comme un Saoudien. Ils parlent un dialecte dans lequel il y a autant de Français, d'Espagnols et de Berbères qu'il y a d'Arabes. C'est un créole, c'est pas de l'arabe. Et pour conclure sur ce sujet, je dirais que tant que l'Afrique du Nord ne comprendra pas ses vraies origines, tant que les Africains du Nord continueront à rejeter leur héritage berbère, tant qu'ils ne se considéreront pas comme des Numides, comme des Carthaginois, comme des Africains du Nord, ils n'ont aucun avenir. Tant qu'ils seront dans cette folie arabisante et islamisante, ils n'ont aucun avenir. Si l'Algérie veut un jour devenir un vrai pays, faut que ça devienne, ou que ça redevienne, la Numidie. Même le nom Algérie, putain, c'est un nom français. Vous êtes même pas foutu d'avoir un nom pour votre propre pays. Algérie, c'est un nom français. Certains vont dire, ah, faut utiliser Al-Jazaïr. Al-Jazaïr, c'est un nom arabe. C'est pas un nom que vous avez inventé. Et d'ailleurs, c'est complètement débile comme nom parce que Al-Jazaïr, ça veut dire les îles. Les premiers explorateurs arabes pensaient que c'était une île. T'imagines ce pays qui fait la taille d'un continent, les mecs pensaient que c'était une île. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont vu les îles Baléares avant d'arriver en Afrique du Nord. Je sais pas, mais ils ont appelé ça les îles. Donc même le nom Al-Jazaïr ne veut rien dire, c'est pas une île votre pays, bon sang de bon sang, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Et le seul nom qui colle vraiment à ce pays, le seul nom authentique, c'est la Numidie. Ce putain de pays s'appelle la Numidie. Tout le reste, l'Algérie, c'est un nom français. Al-Jazaïr, c'est un nom arabe. Il faut revenir à vos sources, les mecs. Arrêtez de vous astiquer sur des origines qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas des Arabes, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des Berbères romanisés. Et honnêtement, si tu me demandais de choisir, est-ce que tu préfères être un berbéro-romain ou un arabo-musulman ? Moi, je choisirais 1 million de fois d'être un berbéro-romain. Je trouve que descendant de Gaïa, de Jugurtha, de Massinissa, de Syphax, ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et regardez d'ailleurs même les pièces de l'époque où on voit le profil de tous ces guerriers berbères. Je trouve que ça a beaucoup plus de panache. Ils étaient habillés comme des Romains d'ailleurs, hein. Beaucoup d'entre eux étaient romanisés, comme je le dis. Ça a beaucoup plus de panache. La culture berbéro-romaine a beaucoup plus de panache que la culture arabo-musulmane. C'est un avis personnel. Je comprends que certains préfèrent être des arabo-musulmans, c'est votre délire les mecs. Mais si je devais choisir entre deux histoires, par exemple, si j'étais un réalisateur, si j'étais Francis Ford Coppola, et que je devais choisir entre l'arabo-islamisme de l'Afrique du Nord ou l'histoire arabo-musulmane ou l'histoire berbéro-romaine, j'avoue que je choisirais l'histoire berbéro-romaine. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est une histoire sur laquelle on n'a pas beaucoup écrit. À ma connaissance, il n'y a pas de film sur Massinissa, Gaïa, Jugurtha, sur les reines berbères, sur la Caïna. Il n'y a pas, à ma connaissance, de film qui retrace l'histoire berbère de l'Afrique du Nord, et notamment l'histoire des berbères qui rencontrent les Romains. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. De toute façon, dès que tu mets des légionnaires romains dans un film, ça devient intéressant. Alors que les histoires qui retracent des conquêtes arabo-musulmanes, il y en a beaucoup, des films sur l'histoire du prophète Mohammed, la Risala, etc. On a ce genre de film avec des cavaliers, le désert, les chevaux, les chameaux, Laurence d'Arabie. On a déjà ce genre de film, on voit un peu ce que c'est, on voit un peu à quoi ça ressemble. Et ça montre un peu aussi à quel point cette culture berbère a complètement été effacée, autant par les envahisseurs arabes dans un premier temps, que par la colonisation française. La colonisation française s'est vraiment efforcée à étouffer cette culture numide, cette culture berbère. Pourquoi ? Parce que c'est la culture authentique de l'Afrique du Nord. C'est la seule vraie culture authentique de l'Afrique du Nord.
Sans parler de l'héritage urbanistique architectural qu'ont laissé les Romains en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Je vous invite à vous renseigner sur la ville de Timgad. La ville romaine de Timgad, une ville incroyable, gigantesque, quasi intacte. On peut voir encore le Cardo, le Decumanus, tout le tracé de la ville romaine. Quasiment toutes les empreintes des maisons, des bâtiments sont encore là. La rue principale, les pavés, incroyable. Une ville romaine gigantesque, perdue dans l'est algérien, où personne ne se balade parce que c'est pas un pays touristique, hein, donc c'est vide. Tu peux te balader complètement tout seul, au milieu de l'un des sites romains les plus grands qui existent actuellement et l'un des moins visités sur Terre. Tu me demandes ce qu'ont laissé les Arabes, il n'y a rien. Les Arabes n'ont rien laissé en Afrique du Nord. La Casbah, c'est berbère, c'est pas arabe. Les palais, la plupart des palais sont des palais turcs, des palais ottomans ou des palais morts. Mais les morts, c'est aussi des Africains du Nord, c'est des Berbères. Mais les Arabes d'Arabie Saoudite n'ont rien construit, ni en Afrique du Nord, ni chez eux d'ailleurs. Tout ce qui se construit en Arabie Saoudite et au Qatar et dans les Émirats, c'est construit par des Américains et des Anglais. Les Arabes ne construisent pas. Et quand je dis les Arabes, c'est Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats. Je parle de la péninsule arabique. Ils appellent toujours les autres pour construire à leur place. Toutes les tours de Dubaï sont construites par des Anglais, des Américains et des Français. Il n'y a pas une tour à Dubaï construite par un Arabe, par un Émirati. Il n'y a pas un seul plan à Dubaï, dans tout Dubaï, il n'y a pas un seul plan qui soit signé par un local. Tout est construit par des Américains et des Anglais. Donc l'Arabe ne construit pas. Le Perse construit, l'Iranien construit, le Turc construit, le Maure construit. Vous regardez l'Alhambra, les sculptures, les finitions, c'est un truc de malade, c'est incroyable. Ça, c'est construit par des Maures, des Berbères qui sont allés en Espagne, pas par des Arabes. C'est pas parce qu'ils font la prière et qu'ils parlent arabe que ce sont des Arabes. Maintenant, je vais revenir sur la question du FLN, ce parti qui est à la tête de l'Algérie depuis l'indépendance, depuis 1962. Et j'ai dit, avec un côté un peu provocateur, que le FLN avait fait de la merde. J'ai dit le FLN a fait de la merde depuis 1962. Et là aussi, ça a suscité quelques réactions. Pourquoi tu dis ça? Comment tu dis ça? Faut comprendre comment a commencé l'indépendance de l'Algérie en 1962. Ce qui s'est passé dès 1970, c'est une purge. Vous savez que Karim Belkacem, qui est l'architecte de cette indépendance, Karim Belkacem, que vous voyez là sur la photo, je vous mettrai une photo où on le voit avec tous les membres fondateurs du FLN, du Front de Libération Nationale. Et Karim Belkacem, c'est celui que vous voyez avec le front dégarni, et l'un des chefs historiques du FLN. C'est le mec qui est à l'origine de cette indépendance. Il faut savoir que les accords d'Évian, l'acte fondateur de l'indépendance algérienne, a été signé par Karim Belkacem. En bas de ce document, il y a sa signature. Vous allez me dire, que lui est-il arrivé? Eh bien, il est assassiné par la sécurité militaire algérienne en 1970. Les mecs, dès leur indépendance, commencent, quand je dis les mecs, c'est le FLN, dès leur indépendance, commencent des règlements de compte entre eux. Et là, ce que je dis, c'est pas de la conspiration, c'est sur Wikipédia. Vous tapez Karim Belkacem, vous ouvrez la page Wikipédia, et vous trouvez tout simplement Karim Belkacem, chef historique du FLN, assassiné en 1970 à Francfort, en Allemagne, par la sécurité militaire algérienne. C'est quelque chose qui se dit, j'ai rien inventé, je risque rien en disant ça, c'est sur internet et c'est connu, c'est sourcé et c'est connu. Donc dès l'indépendance, il y a déjà un renversement du système et c'est pas le même FLN qui gouverne le pays. Il y a le FLN qui a eu l'indépendance, qui je pense à la base était constitué d'hommes honnêtes qui croyaient vraiment en leur cause. Et d'ailleurs, les honnêtes, c'est toujours ceux qu'on tue le premier, c'est ceux qu'on liquide le premier. Et après, ça s'est transformé en une espèce de mafia, notamment qui a compris l'intérêt du gaz, du pétrole et de la richesse de ce pays. Et ça a commencé avec le président Boumedienne, qui a commencé, le deuxième président de la nation algérienne libre et indépendante, qui a commencé une purge, qui était d'ailleurs stalinien, c'était un communiste, et il pratiquait ce que pratiquaient les communistes, donc les purges, les massacres, les liquidations, les assassinats, etc. Et donc, en plus de la politique d'arabisation de masse, en plus d'avoir, tout comme les Français,
continuer à massacrer et à tuer la culture berbère, hein, c'est marrant, hein. Le FLN, c'est ce que beaucoup d'Algériens ont remarqué, s'est comporté exactement et se comporte exactement comme le gouvernement colonial français. À tel point que beaucoup se demandent, est-ce que le FLN, c'est pas la France finalement ? C'est la même façon de fonctionner, l'État central, alors que l'Algérie est un pays immense. Ça aurait pu fonctionner en État comme les États-Unis, par exemple. L'Algérie avait le potentiel de faire quelque chose comme les États-Unis. C'est un pays qui avait soif de liberté, qui avait viré le colon. On aurait pu imaginer une constitution qui donne une liberté d'entreprendre, de se déplacer, de vivre incroyable, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça devient un pays communiste, complètement fermé, avec un gouvernement central à Alger qui gère un territoire immense et qui finit par pas le gérer parce que c'est un territoire trop grand, qui se lance dans une politique d'arabisation absolue, alors que l'arabe c'est pas une langue de science, c'est pas une langue d'avenir. Les Arabes eux-mêmes apprennent l'anglais dans les écoles en Arabie Saoudite, dans les écoles aux Émirats. Les gens intelligents enseignent l'anglais à leurs enfants, ils enseignent pas l'arabe. L'arabe, c'est pas une langue d'avenir. L'arabe, c'est une langue de poésie, si tu veux. C'est joli pour écrire des poèmes, mais c'est tout, quoi. Ça te sert à lire le Coran et à écrire des poèmes. Mais dès que tu veux parler un peu Internet, technologie, c'est l'anglais. Donc l'Algérie commence, avec des assassinats de tous les cerveaux, de tous les chefs historiques qui ont gagné cette indépendance. Ensuite, ça installe un gouvernement central communiste extrêmement fort. Si tu veux, t'avais tout qui était en place pour flinguer le pays. C'est comme si en France, on avait assassiné De Gaulle juste après la libération, quoi. Libération, 7 ans plus tard, on bute De Gaulle. Karim Belkacem, c'est exactement ça. C'est indépendance en 62, 8 ans plus tard, on liquide le chef historique, le mec qui a signé les accords d'Évian, qui est à l'origine de cet État algérien. Sans lui, ça ne serait peut-être pas allé aussi loin. Karim Belkacem, c'est quelqu'un qui savait parler, qui avait des locutions, qui était éduqué, qui était capable d'aller à l'ONU pour parler. C'est quelqu'un qui était capable de parler à Kennedy, qui était capable de parler aux soviétiques. C'était un vrai diplomate et un vrai intellectuel. C'est pour ça qu'il se fait buter par les autres du FLN, type Boumedienne et compagnie, qui sont des militaires bornés. C'est des quotients intellectuels inférieurs, tous ces gens-là. On va dire que le seul point positif du FLN, parce qu'il y en a un seul, d'accord, ça c'est vrai, je dois le reconnaître. Le FLN s'est lancé dans une politique d'alphabétisation de masse. Et ça c'est vrai, alors que le régime colonial avait écarté les musulmans de l'éducation, quand la France quitte l'Algérie, il y a un taux d'analphabétisme phénoménal. Personne ne sait lire et écrire en Algérie, mis à part ceux qui sont passés au travers des mailles du filet. Et Karim Belkacem d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait l'école française, mais pour l'écrasante majorité des Algériens, c'était l'analphabétisme total. Et le gouvernement français savait ce qu'il faisait. Faut pas éduquer trop les populations que tu veux maintenir sous ta domination, tu vois. Ils ont éduqué quelques Algériens par erreur, et c'est ces Algériens même qui ont fondé le FLN et qui ont déclenché l'indépendance. Donc tu comprends que quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un de dangereux. Donc la France, en sachant ça, n'a pas éduqué les Algériens. Donc ça, c'est une réalité. La France a laissé l'Algérie dans un niveau d'analphabétisme catastrophique. Et aujourd'hui, le niveau d'alphabétisation en Algérie atteint 99%. Tout le monde va à l'école. Et je dois dire que c'est la seule œuvre positive, ou du moins c'est la seule œuvre dont le FLN peut être fier, c'est l'alphabétisation générale des Algériens. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde, dans n'importe quel coin du pays, sait lire et sait écrire, et même dans les 3 langues, arabe, français, anglais. Par contre, le drame, c'est l'économie. Même si aujourd'hui l'économie s'est ouverte, l'Algérie vit dans un monde libéral, c'est pas totalement un pays libéral, capitaliste. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que j'ai beaucoup d'auditeurs d'Afrique. Énormément, vous serez surpris, je pense que 20% de mon audience se situe en Afrique, Afrique du Nord et Afrique noire. Et c'est grâce à eux que j'ai des infos, que je sais ce qui se passe là-bas, je lis leurs messages, etc. Et quelqu'un m'a écrit depuis l'Algérie en me disant la chose suivante. Il me dit, tu sais qu'on aime beaucoup ce que tu fais, mais en Algérie, on n'a pas de système bancaire, et si je veux contribuer à ton travail, par exemple, je ne peux pas faire de virement. Je ne peux pas faire ne serait-ce que 7 € de paiement. Ce n'est pas possible. Et je lui dis, comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ben, elle me dit, en Algérie, il n'y a pas Visa, il n'y a pas Mastercard, et même si je travaille, si je gagne très bien ma vie, il y a des millionnaires en dollars en Algérie, c'est un pays très riche, beaucoup de gens font énormément d'argent en immobilier, mais aussi dans le pétrole, dans le gaz, dans tous les business associés, il y a aussi de l'agroalimentaire, il y a une économie, mine de rien, et beaucoup de gens sont riches, sont très riches, sont millionnaires en dollars,
Mais même si tu as 1 million de dollars en banque, tu ne peux pas faire un virement de 7 euros. Par exemple, ton gamin te dit « Achète-moi le dernier Science et Vie » ou « Achète-moi, je sais pas, un abonnement Netflix ou un jeu vidéo, peu importe. » Tu ne peux pas faire de virement. Tu ne peux même pas payer en ligne 1 euro. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous comprenez pourquoi ce pays ne peut pas se développer tant que ces gens-là sont au pouvoir? Pourquoi l'Algérie ne peut pas se développer tant que ce parti qui s'appelle encore le Front de Libération Nationale. Faudrait peut-être changer de nom d'ailleurs, les mecs. Libération Nationale, ça fait longtemps. Trouvez des noms plus sympas, le parti de la jeunesse, le parti de l'avenir, j'en sais rien. Mais le Front de Libération Nationale, putain, vous êtes libre depuis des dizaines d'années, depuis 1962. Trouvez des noms qui reflètent un peu la jeunesse du pays, c'est quoi ces conneries? Et l'État instaure un contrôle des devises qui fait que chaque centime que tu sors du pays et chaque centime que tu fais entrer dans le pays est contrôlé par l'État. Ce qui fait que les gens ne veulent pas investir en Algérie parce que personne ne leur garantit leurs investissements, parce que l'État fouille, met le nez dans tout ce que tu fais, et parce que si tu sors le moindre centime, tu te fais contrôler aux frontières. Et pensez-vous, question ouverte aux gens qui disent que je dis de la merde, que l'Algérie va se développer, pensez-vous qu'un pays dans lequel on ne peut pas faire un paiement de 1 euro par carte bancaire, un pays dans lequel Internet, le paiement par Internet n'existe pas, tout simplement. Aujourd'hui, si tu es youtubeur en Algérie, par exemple, et que tu fais 1 million de vues, tu ne peux pas te faire payer. Tu continueras à faire du YouTube gratos. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de système bancaire international, il n'y a pas de système Visa, de numéro de carte bancaire, pour qu'on te vire ton argent, pour que YouTube, pour que Google te vire ton argent en Algérie. Ça n'existe pas. Donc vous imaginez, alors qu'aujourd'hui Internet constitue la majorité du commerce mondial, l'Algérie c'est un pays où le commerce sur Internet, ça n'existe pas. Et ça c'est le drame, et je dirais même qu'à une échelle plus large, c'est le drame de toute la francophonie. Le problème de la francophonie, c'est que comme la France n'est pas vraiment un pays axé sur le commerce, on est un pays sociétal. Voilà, la France c'est un pays des idées. On a peur du concret, on aime les idées en France, on aime tout ce qui est théorique. Ah, c'est une idée, c'est génial. Tu fais des recherches au CNRS, c'est bien. Tu le mets dans un classeur, Jean-Jacques, tu le poses sur l'étagère. Quoi ? T'as une idée de business? Non, le business c'est sale, t'es fou, tu veux nous faire gagner de la thune? Non. Mets ça sur l'étagère et ferme ta gueule. Et Jacqueline va te filer tes tickets resto. Je pense qu'on t'en a donné 48, et en fait, fallait que t'en prennes 49. Il y a un ticket resto qui manque. Jean-Jacques au CNRS, il fait la meilleure découverte de la planète, après il va compter les tickets resto. C'est ça le drame de la France. Et donc on est un géant au point de vue du nombre, on est un géant numérique, 275 millions de francophones. Par contre, on est un nain économique. À part la France, la Suisse, la Belgique et un peu le Canada, les francophones qui ont les moyens de payer, de dépenser et de contribuer à l'économie, il n'y en a pas beaucoup. Et si j'étais président en France aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est de développer le système bancaire partout en Afrique. C'est de développer partout où les gens parlent français, un système bancaire, parce que la francophonie, c'est une économie. La langue commune, c'est une économie. Au lieu de vendre un livre à 60 millions de francophones potentiels, t'en auras 275 millions. Au lieu de vendre un service à les quelques millions de francophones qui peuvent acheter, qui ont un pouvoir d'achat, t'en auras 275 millions. C'est ça le drame de la francophonie, c'est que comme on n'est pas des commerçants, on est des brels en affaires, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Anglais, on n'a jamais développé un marché. On a gardé la France-Afrique au niveau des matières premières, une espèce de relation toxique. On choisit vos présidents, on assassine ceux avec qui on n'est pas d'accord, on bricole autour des matières premières. Mais on ne s'est jamais dit qu'il y avait tout un marché à libérer. La France est restée dans un rapport colonial avec l'Afrique. Et il y a plein de pays qui sont en train de nous passer devant. La Chine, la Russie notamment. Les Russes sont en train de dégager toute l'armée française d'Afrique. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en ce moment. Mais un peu partout, les Russes sont en train de s'installer et de dégager les soldats français. Ça vous montre un peu la débilité du logiciel francophone qui est un logiciel du sociétal. On aime les idées. J'ai écouté un abruti dire sur Internet moi je maîtrise le domaine des idées. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Qu'est-ce que ça veut dire je maîtrise le domaine des idées? Mais ça c'est typiquement français. C'est parler pour ne rien dire. C'est faire de jolies phrases, c'est faire de la branlette intellectuelle. Mais dès qu'il faut gagner un peu de thunes, dès qu'il faut transformer l'idée en marchandise, on a peur, on trouve que c'est sale. Et dans ce sens, la culture française est hautement communiste. Cette répulsion de l'argent. Alors,
C'est paradoxal, tout le monde aime l'argent, tout le monde joue au loto, c'est fou, la France c'est un pays qui déteste l'argent, dans lequel tout le monde joue au loto. C'est un paradoxe incroyable, vous détestez le fric les mecs, mais vous espérez tous devenir millionnaires. Pour moi c'est de la schizophrénie. Et voilà pourquoi toutes les colonies françaises et les anciennes colonies françaises deviennent des pays de merde. Parce que le logiciel qu'on a laissé, c'est un logiciel napoléonien de l'État central, l'État fort qui contrôle tout et qui soumet sa population. Et c'est aussi le cas en France, hein. Même si on est un pays capitaliste avec une finance, un système bancaire, etc. Ce système napoléonien en France, c'est la règle. Système central qui contrôle absolument tout et qui te massacre d'imposition. Et c'est l'héritage, malheureusement, qu'on a laissé aux Africains qui reproduisent aussi ce système central. Il faut savoir que tous les systèmes centraux dans les pays d'Afrique sont des systèmes français. Tous les dictateurs qui s'installent, qui verrouillent tout, qui restent au sommet de l'État et qui contrôlent l'intégralité de ce qui se passe dans le pays, c'est un système napoléonien, français, pyramidal, du haut vers le bas, et qui évolue dans des cas extrêmes à un système ou vers un système soviétique communiste. Et pour conclure sur cette histoire de l'Algérie, je pense que ce pays a quelques portes de sortie, ça va en choquer certains, mais je vais vous les donner, vous en faites ce que vous voulez. 1. Il faut se débarrasser de l'héritage arabo-musulman. Pas dans le sens où il faut arrêter d'être des musulmans, mais il faut sortir l'arabité et l'islam de l'État. Il faut laisser les gens libres d'apprendre les langues qu'ils veulent, de maîtriser ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est la religion d'État en Algérie. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi avoir l'islam comme religion d'État? C'est une débilité, c'est une langue de colon. L'arabe en Algérie, c'est la langue du colon. L'islam, c'est la religion du colon. Hein. Les Saoudiens sont des colons, sont des cavaliers qui sont venus d'une terre lointaine pour vous imposer une religion et une langue. 2, il faut vous débarrasser du système colonial français. Il faut vous débarrasser de l'État central, il faut vous débarrasser de cette structure pyramidale, il faut vous débarrasser de la vision gauchiste qu'a laissé malheureusement la France, cette vision gauchiste égalitaire qui a fait que naturellement l'Algérie est devenue un pays communiste, même si aujourd'hui ça s'ouvre petit à petit, mais le premier réflexe qu'a eu le FLN, c'est d'adopter le système communiste. C'est pas pour rien. Les pays libérés par les Anglais ou les pays qui ont eu leur indépendance des Anglais ne sont pas devenus des pays communistes. Ça devrait vous laisser réfléchir. L'Inde n'est pas devenue un pays communiste. Et 3, retournez à votre vraie identité. Vous êtes des Berbères romanisés. C'est ça la vraie identité de l'Afrique du Nord, de la Numidie. Et tant que vous n'accepterez pas cette réalité, vous êtes condamnés à la soumission éternelle, mes amis. Tant que vous n'accepterez pas vos origines, tant que vous serez dans le déni de cette réalité, tant que vous rejetterez vos pères c'est Sifax, Massinissa, Gaïa, Jugurtha, tant que vous n'accepterez pas vos pères, vous n'avez aucun avenir. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.